Israël est devenu le bourreau, est redevenu le bourreau des Palestiniens. Et en se faisant justice, donc cette image d'Israël s'obscurcit. Et la libération des otages apparaît comme un prétexte à cette expédition. Le bilan des morts le prouve, on est à des 30 000 morts. Les disparus regroupent des morts, des personnes qui n'ont pas été sorties de dessous les gravats. Les disparus, dans les disparus, on trouve aussi des prisonniers, des gens qui ont été pris par l'armée et qui sont allés grossir la foule des peut-être 10 000 ou plus de prisonniers palestiniens. Donc cela finit par se savoir ou se dire dans les médias, c'est-à-dire que les images qu'on commence à voir, qu'on voyait déjà depuis longtemps sur Twitter, d'exactions des soldats palestiniens, et d'humiliation, d'abus de pouvoir, de torture, de mauvais traitements à l'égard des Palestiniens. Tout cela apparaît maintenant, commence à apparaître dans les médias télévisuels. Et on a même vu un débat sur Arte qui était jusqu'à présent, allez, on va dire plutôt pro-israélien. On a vu un débat où on a fini par entendre quelqu'un qui a dit que Israël mène une expédition coloniale. Le terme de guerre coloniale a peut-être même été dit. C'est très rare sur des médias, sur les médias officiels. C'est très rare. Donc il y a une évolution. Il n'est pas exclu qu'un jour on voit arriver ici peut-être même des socialistes qui auront je pousse le bouchon un peu. Des socialistes qui finiront par eux aussi être peut-être écœurés par ce que nous voyons depuis longtemps, qui viendront le dire ici. Et peut-être qu'un jour on verra des communiqués communs. C'est pas demain la veille, c'est sûr. Mais bon, c'est peut-être nous, à notre niveau, qui sommes en train de reconstituer une unité politique dans un paysage politique très, très dégradé. Jour de Gaza, nous sommes le dimanche 3 mars 2024. La décision américaine de commencer à envoyer des aides humanitaires, alimentaires et sanitaires pour la population civile. Comme vous entendez, il y a un bombardement à côté de chez moi, donc c'est le quotidien infernal des Palestiniens de Gaza. Donc les Américains, soi-disant, ils ont commencé aujourd'hui de renvoyer par le ciel, par des avions, donc des aides alimentaires par des parachutage, donc des aides alimentaires pour la population civile. Or, rien n'est arrivé à Gaza. Moi, comme citoyen de Gaza, j'habite dans la ville de Gaza, rien n'est arrivé. Donc ça, c'est de la propagande américaine. Et soi-disant, il y a des pays arabes, des pays européens qui ont commencé donc à envoyer, à jeter donc des aides alimentaires, humanitaires par le ciel, par des avions pour la population civile. D'abord, c'est une mauvaise méthode, c'est un mauvais choix parce que la semaine dernière, ils ont essayé et malheureusement, ces aides alimentaires, ils sont tombés soit dans la mer, soit dans des colonies israéliennes à côté de la bande de Gaza. Donc, ces aides, il n'est pas arrivé. Un autre aspect, pourquoi les Américains et les pays arabes européens, vraiment, les États bien sûr, s'ils veulent vraiment aider la population civile, pourquoi ils ne font pas pression contre les Israéliens pour faire entrer donc les aides via le passage officiant, soit le passage de Rafah, soit le passage
Kerem Shalom, donc au sud de la bande de Gaza. Donc situation terrible et soi-disant de la propagande parce que les aides s'ajoutent à ça, donc la boucherie, le massacre de jeudi dernier, avant-hier, donc où il y a 120 Palestiniens et 700 blessés, 120 morts palestiniens et 700 blessés qui sont morts par des balles israéliens suite parce qu'ils attendent ces Palestiniens attendaient donc l'arrivée des camions et quand les camions sont arrivés sur la route de la plage, donc les chars israéliens ils ont tiré sur des balles réelles sur la foule et il y a eu 120 morts et 700 blessés, donc un vrai génocide, un vrai massacre, un vrai crime, une vraie boucherie. Et donc les aides humanitaires ils doivent passer par les passages, par des organisations internationales et pour éviter donc la bonne distribution pour les 400 000 Palestiniens qui habitent la ville de Gaza et le nord de Gaza qui sont en train de mourir de faim et la famine totale la vraie famine qui est concrète. Il y a des morts, toujours des dizaines de morts qui meurent de faim, des Palestiniens, des enfants, des femmes, des personnes âgées qui meurent de faim à cause de la famine. Et le monde officiel, soi-disant, il a commencé à envoyer des aides par le ciel, par des parachutes. Or, rien n'est arrivé à Gaza. Le monde officiel devrait assumer sa responsabilité et ouvrir les passages et envoyer minimum 500 camions par jour pour que la population puisse manger et boire cette population donc affamée, la population de Gaza qui souffre des bombardements et qui souffre la poursuite des bombardements et le manque de nourriture, de l'eau et des médicaments dans une région dévastée, une région détruite. Merci beaucoup, Ziad Midou, Gaza, Palestine. Le Monde diplomatique, éditorial. Punition collective. Éditorial par Benoît Bréville. Le Monde diplomatique, mars 2024, lu par Vladimir Cagnolari. C'était l'un des pires châtiments dans la Grèce antique. En cas de meurtre politique ou de haute trahison, l'Assemblée des citoyens pouvait décider la kataskaphé, la destruction de la maison du coupable et la condamnation de sa famille à l'exil. Par cette peine, écrit l'historien Walter R. Connor, la cité voulait matérialiser la mise à l'écart définitive de la société du transgresseur et de ses descendants. Le moindre de leurs biens devait être réduit en poussière afin d'éviter qu'ils ne soient vendus ou échangés. Il arrivait même que l'on déterre les os de leurs ancêtres pour les jeter hors de la ville. En matière de punition collective, la Chine impériale ne manquait pas non plus d'imagination. Pendant des siècles, elle a appliqué le principe d'exécution du clan, c'est-à-dire la liquidation des familles de certains criminels. Toute la lignée pouvait y passer, ainsi que la belle famille et parfois au-delà. Accusé de contester la légitimité de l'empereur, l'érudit Fang Xiaoru fut tué en 1402 avec l'ensemble de son entourage depuis ses neveux jusqu'à ses élèves et ses amis, soit un total de 873 personnes. Courantes dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, de telles sanctions passeraient aujourd'hui pour barbares. La justice moderne ne repose-t-elle pas sur le principe de responsabilité personnelle ? Et le droit international ne range-t-il pas les peines collectives parmi les crimes de guerre ? Nul ne saurait être puni pour des fautes qu'il n'a pas commises. Même les régimes les plus autoritaires reconnaissent ce principe, au moins sur le papier. En Palestine, le temps des châtiments collectifs semble pourtant n'avoir jamais disparu. Depuis des décennies, Israël rase les maisons de Palestiniens accusés de terrorisme avant même toute condamnation judiciaire, mettant leurs familles à la rue dans un seul but de vengeance, d'humiliation et d'intimidation. Cela touche aussi les habitants de Jérusalem-Est qui peuvent perdre leur titre de résidence à cause des actes d'un proche. Comme de nombreux États en guerre, l'armée de Tel Aviv pratique également l'exécution de voisinage, en pilonnant des immeubles entiers pour atteindre un suspect et même, depuis les attaques du 7 octobre, en ciblant l'intégralité d'une ville. Tous les habitants de la bande de Gaza doivent payer pour les massacres du Hamas. En France aussi flotte dans l'air un parfum de culpabilité par association. Sitôt qu'un immigré commet un crime, des voix s'élèvent pour réclamer une loi qui pénaliserait l'ensemble des étrangers. On ne compte plus les dirigeants politiques impatients de châtier les parents pour les méfaits de leurs enfants.
Madame Valérie Pécresse, des Républicains, souhaite les priver d'allocations familiales. Monsieur Éric Zemmour, de Reconquête, les expulser des logements sociaux. Et monsieur Éric Ciotti, les envoyer en prison. Comme aux États-Unis, où les parents peuvent se retrouver quelques jours derrière les barreaux lorsque leur progéniture sèche trop souvent l'école. Une méthode qui n'a jamais produit aucun résultat, hormis de précariser encore davantage des familles déjà fragiles. Jadis, apanage de l'extrême droite, l'idée a récemment conquis le camp du président Emmanuel Macron. Il faudrait qu'à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles une sorte de tarif minimum dès la première connerie, préconisait le chef de l'État, au lendemain des émeutes de l'été 2023, dans une logique digne de la mafia. Un individu se montrerait d'autant plus obéissant qu'il sait ses proches menacés. Chargée d'affiner ce projet, la ministre des Solidarités a promis la mise en place de travaux d'intérêt général pour les parents défaillants, une sanction pénale assortie d'une menace d'emprisonnement en cas de non-exécution. Les amateurs de Catas-Café inventent un nouveau contrat social. En haut de l'échelle, tout succès mérite récompense individuelle. En bas, tout échec appelle une punition collective. Et qui dit que le conflit n'a pas commencé le 7 octobre, que son grand-père a été expulsé de chez lui dans sa maison en 1949, que son père a construit une maison pour nous et pour son grand-père. En 1967, la maison a été détruite, il n'a plus de maison, sa mère n'a plus de maison, donc il a perdu 96 personnes de sa famille et il a perdu tous les membres devant les yeux de tout le monde. Comment se fait-il que la vie de 2 millions de personnes puisse être affectée si facilement sous les yeux du monde entier? Ça confirme ce que tu as dit tout à l'heure. Et après, merci. Je voudrais juste, pour pas faire long, et juste rappeler, n'ayez pas peur de la santé, ça ne m'empêche pas de parler. Les tremblements ne m'empêchent pas de parler. Je voulais dire que le 19 février, il y a un appel commun qui a été signé au niveau départemental, un appel aux élus départementaux et régionaux ainsi que tous les parlementaires de la Haute-Garonne. Ça date un peu, mais c'est une intervention que je viens d'entendre qui m'oblige à rappeler qu'il y a des choses qui se font par tout le monde, par des gens qui sont rassemblés. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais ce que je tiens à dire, c'est que cet appel, il appelle à la mobilisation de tous les instants, ça c'est pas nouveau. Il interpelle la présidente de région, les élus de la région Occitanie, le président de la métropole, le président du conseil départemental, l'ensemble des mairies, etc. à agir pour le cessez-le-feu, pour la levée immédiate du blocus, l'application pleine et entière de l'arrêt de la Cour internationale, la suspension de toute coopération militaire, la prise de sanctions diplomatiques, l'arrêt de livraison d'armes, le respect collectif des droits d'expression, etc. Mais ce que je voulais vous lire surtout, c'était les signataires. Cet appel, il a été signé donc le 19 février 2004 par les organisations 2024, les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaire, UNEF, il y en a d'autres qui se sont rajoutés, les partis politiques et mouvements, Europe Écologie Les Verts, le PG, le NPA, LFI, le PCF, le POI, GDS, GES, je ne vais pas vous donner tout le détail, c'est très compliqué, surtout chez les socialistes, Génération S 31, Ensemble, PCOF, MJE, CF 31, et toutes les associations qui sont représentées aujourd'hui. Je voulais dire qu'il n'y a pas que des choses qui sont faites à l'initiative d'un seul parti, et il me semble qu'il y a des absents dans cette signature, et quand je parle d'absents, je n'ose pas lever les yeux à cause de ce que j'ai en face. Je crois que je t'ai entendu dire des choses importantes tout à l'heure, donc je voudrais dire que le peuple palestinien, il mérite cet appel groupé de beaucoup d'organismes, plutôt que la récupération que je viens d'entendre. Oui. Deux autres informations complémentaires. Alors déjà, juste par rapport à ce qui est dit, il faut savoir que depuis le 18 janvier, il y a une proposition de résolution, le numéro 2073, donc déposée le 18 janvier par 70 parlementaires de toute la gauche, pour demander que justement la France saisisse la Cour pénale internationale concernant Gaza. Elle a été retenue, mais elle n'a encore pas été
ils ont validé par la présidente de l'Assemblée nationale pour pouvoir être débattus à l'Assemblée nationale. Le 18 janvier, il faut croire qu'il lui faut beaucoup de temps pour décider. Mais ça révèle bien quand même qu'il n'y a aucune volonté politique du gouvernement de parler de Gaza. Il y a aussi une journée nationale d'action le 9 mars, samedi, à l'appel de toutes les organisations du collectif national. Et à Toulouse, il y a une manifestation à 10h au métro Jean Jaurès. Pour aller dans ce sens-là, je vais juste vous donner une brève lecture de l'appel pour cette minute. Excusez-moi. Je vais juste vous lire un extrait, voilà. En complément de ce qui a été dit d'ailleurs par Dominique, les condamnations maintenant internationales commencent quand même à bouger un peu seulement. Mais donc les condamnations internationales et l'expression de l'indignation populaire s'imposent de plus en plus devant la souffrance des populations de Gaza, des populations civiles bien sûr. Aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est de favoriser toutes les négociations pour imposer un cessez-le-feu permanent entre Israël et le Hamas, et la libération de tous les otages israéliens et internationaux et les prisonniers politiques palestiniens qui sont ensuite, pour l'instant, dans des conditions humanitaires très dégradées. Des sanctions contre le gouvernement israélien et ses ministres sont possibles et impératives. L'Union européenne doit suspendre l'accord d'association avec Israël qui la rend complice des crimes israéliens, et elle doit cesser toute coopération militaire avec Israël. Ainsi que la France, celle-ci doit reconnaître l'État de Palestine comme l'ont déjà fait plus de 140 pays, dont la semaine dernière l'Espagne. Cela permettrait encore une fois de respecter les droits nationaux du peuple palestinien sans remise en cause de ceux du peuple israélien. Merci.